Donc voilà, Michel a introduit le sujet, mais il s'agit de réinventer le ROI du search, tant SEO que SIA, grâce à des outils voilà, de vélocité et de mesurabilité. Donc, je suis Anaïs Bourmeister, Solution Consultant chez Botify. Je suis en charge de tout ce qui est audit en phase d'avant-vente. Donc, j'allie l'expertise SEO avec l'expertise de la plateforme Botify. Et lorsqu'on parle de recherche, on oppose souvent la recherche organique versus la recherche payante. Trop souvent, ces deux canaux sont considérés comme des ennemis qui ne peuvent pas être optimisés ensemble. C'est un peu comme si le succès de l'un était la fin de l'autre. Or, c'est faux, puisqu'en réalité, les canaux en fait, fonctionnent mieux lorsqu'ils sont optimisés ensemble plutôt qu'en silo. Souvent, d'ailleurs, votre budget marketing est splitté à la fois dans la recherche organique et la recherche payante. On dit voilà, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais cependant, les entreprises qui mettent davantage l'accent sur la recherche organique, je ne suis absolument pas biaisée, c'est-à-dire qui investissent davantage pour découvrir des informations qui peuvent aider à ce que chaque dollar dépensé en SIA compte vraiment, eh bien, ces informations vont les aider à obtenir un meilleur ROI dans le cadre de la recherche payante. En plus, de même, si vous utilisez cette technique et que vous vous diversifiez pour rencontrer vos consommateurs là où ils se trouvent à un instant T via la recherche payante, et qu'en parallèle, vous attirez des clients avec une plus grande durée de vie grâce à la recherche organique, voilà, c'est le combo gagnant. On se demande en fait pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Parce qu'il faut être convaincant. Et dans un environnement où les budgets sont de plus en plus restreints, vous devez convaincre votre manager, votre board, que votre approche offre un meilleur retour sur investissement. Et c'est là, malheureusement, qu'on perd beaucoup de soldats, puisque nous savons tous que la recherche organique produit des résultats évolutifs et durables dans le temps, mais qu'on a du mal à le prouver. Alors que les médias payants, eux, sont de moins en moins rentables, c'est un fait, mais ils ont bien d'autres avantages, comme l'immédiateté entre la cause et l'effet, qui est plus évidente. On parle de produire des résultats en quelques jours versus quelques mois. Et surtout, c'est facile à monitorer. Il y a de nombreuses solutions qui existent sur le marché en ce moment, le ROAS, le CAC, le LTV et j'en passe, qui permettent de montrer patte blanche et de continuer les investissements en SIA. Voilà, ce sont ces éléments qui positionnent systématiquement le trafic payant comme la solution préférée. Et le SIA vraiment se taille la part du lion dans les investissements, laissant la recherche organique complètement sous-investie. On comprend pourquoi, au premier abord, ça paraît logique, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Or, si on fait en sorte que la recherche organique raconte une aussi belle histoire que la recherche payante, vous pourrez équilibrer en fait l'investissement dans les deux canaux afin qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc, une exploitation réussie de ces deux canaux permet d'améliorer la visibilité de votre marque dans une partie des SERP, des moteurs de recherche, qui est plus fiable que les résultats payants. Grâce à cette visibilité et à cette confiance accrue, la reconnaissance de votre marque commence à augmenter, ce qui se traduit par des annonces payantes plus performantes qui, en retour, augmentent également votre visibilité. Donc, on a vraiment ce début de cercle vertueux dans lequel les deux canaux se nourrissent l'un de l'autre. Et un des exemples justement d'initiation à ce cercle vertueux, eh bien, il est induit avec le retrait progressif. Hop. Cela est un peu capricieuse. Et il est induit par justement avec le retrait progressif des cookies tiers, vous avez dû en entendre parler, notamment en raison des préoccupations croissantes en matière de confidentialité, de réglementation, de la RGPD. Voilà, les entreprises sont confrontées à des défis accrus pour cibler efficacement leurs campagnes publicitaires payantes en ligne. Donc, en effet, ces cookies, initialement, permettaient de suivre le comportement des utilisateurs. Je suis sûre que vous êtes familier avec ça. Donc, voilà, sur différents sites, ce qui permettait aux annonceurs de cibler des utilisateurs avec des publicités personnalisées et en fonction de leur activité. Et maintenant, avec les restrictions croissantes, eh bien, les annonceurs doivent explorer de nouvelles stratégies pour atteindre leur public cible. Et une alternative justement efficace serait d'utiliser les mots-clés SEO. Les mots-clés SEO pour créer vraiment une sorte de cohorte à retargeter une nouvelle cible en identifiant en fait des mots-clés qui génèrent du trafic organique vers votre site
vous pouvez créer des groupes de prospects intéressés par des sujets spécifiques ou des produits particuliers. Et en parallèle, en utilisant ces mots-clés, donc ces mots-clés SEO comme une base pour le ciblage de vos publicités, eh bien, vous pouvez créer des campagnes payantes qui ciblent spécifiquement des utilisateurs qui ont déjà manifesté un intérêt pour vos produits ou vos services. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui vend des équipements sportifs, par exemple, eh bien, cette entreprise pourrait cibler des utilisateurs qui ont effectué des recherches sur tels que exercices à domicile, haltères, programmes d'entraînement cardio et j'en passe. Et ça va permettre vraiment à vos campagnes publicitaires d'être plus pertinentes, plus efficaces et également de contribuer à regagner la confiance des utilisateurs puisque ça va reposer sur des interactions volontaires. Une recherche organique, ça vient d'une volonté de la part des utilisateurs et non pas par un suivi passif tel que les cookies les faisaient autrefois. Mais maintenant, plus concrètement, comment améliorer le SEO pour permettre une stratégie search qu'on appelle holistique. Donc, afin de permettre un impact SEO rapide, je vais vous poser une petite question en premier pour un peu sonder l'audience. Donc voilà, dans votre entreprise, combien de temps faut-il pour mettre en œuvre une optimisation SEO? Est-ce qu'on est plus aux alentours, c'est rapide, une semaine, entre 2 semaines et 3 mois, déjà on a un panel un peu plus élargi, 3 à 6 mois ou plus de 6 mois? Je vous laisse y répondre. Hop. Moi, souvent en audit, j'ai pas mal de prospects qui viennent avec des tickets SEO qui sont bloqués depuis plus d'1 an. Je ne sais pas si c'est le cas également. Alors, je vois à 42% entre 2 semaines et 3 mois. Ça augmente progressivement, mais on a quand même une tendance. Entre 2 semaines et 3 mois, c'est déjà quand même, bon, c'est large. Ensuite, on a du entre 3 et 6 mois à 32%, plus de 6 mois à 13%, et le petit dernier, une semaine, 11%, ouais, c'est quand même beaucoup plus rare. Ouais, grosse majorité entre 2 semaines et 3 mois, et même là, on pourrait aller creuser, parce qu'on est plus proche des 2 semaines ou des 3 mois. Mais très intéressant. Hop. Le sondage. Et justement, en fait, permettre un SEO plus rapide, pour permettre un SEO, un impact SEO plus rapide, ça sous-entend nécessairement l'utilisation de l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler en ce moment, pour accélérer le processus d'optimisation SEO et pour surtout identifier des actions beaucoup plus efficaces pour améliorer le classement et la visibilité de votre site. Donc l'idée, c'est qu'avec un outil d'intelligence artificielle intégré à votre crawler, par exemple, on a ça dans la plateforme Botify. L'idée, c'est que l'IA va collecter des centaines, voire des milliers de data provenant de plusieurs sources. Elle vous mâche ensuite le travail en identifiant des tendances qui ont le potentiel d'avoir un impact significatif sur le classement SEO. Une fois que ces opportunités sont identifiées, elle vous les priorise en fonction de leur potentiel impact. Et enfin, elles permettent aussi de mesurer, encore une fois, cet impact, l'impact de chaque action sur des métriques telles que le trafic, le PageRank, etc. Et lorsque le retour sur investissement des efforts de référencement n'est pas clair pour les investisseurs, il est extrêmement difficile de donner la priorité à l'optimisation SEO. Du coup, les améliorations du référencement sont souvent retardées, leur impact aussi. Et vous le voyez avec ces chiffres-là sous les yeux, en moyenne, la mise en œuvre de 2 changements de référencement sur 3 prennent plus d'1 mois. Et pour nombreux de nos clients, la mise en œuvre d'une modification peut prendre en moyenne 5 mois. Je ne pense pas que vous soyez bien différents de nos clients. Donc l'idée pour accélérer ce rythme auquel vous voulez mettre en œuvre vos optimisations SEO, c'est d'utiliser une solution
d'automatisation, qui va mettre en œuvre vos propres optimisations sans passer par des boucles d'approbation ou utiliser encore la bande passante IT qui est souvent débordée. Et justement, on a vu un nombre incalculable de nos clients avoir un impact beaucoup plus rapide grâce à une solution d'automatisation, par exemple comme celle pourvue par Botify qui s'appelle PageWorker. L'idée, c'est que ça va permettre à nos clients d'activer des changements SEO beaucoup plus rapidement, en masse, sans la nécessité de l'intervention IT. Et voilà, donc en fait, entre l'idée, la conception de l'optimisation jusqu'à la mise en œuvre, on est plus sur des délais de 2 semaines avec un outil d'automatisation versus 4 à 6 mois pour un délai, pour voilà, une méthode plus traditionnelle. Et en ce qui se concerne le bug fixing, le déploiement de l'optimisation, on est plus sur quelques minutes, quelques heures, voire une demi-journée, au lieu de 10 jours sans cette solution. Et justement, un cas client, il s'agit, voilà, on l'a sous les yeux, de Fnac Darty, qui, grâce à notre solution d'automatisation PageWorker, a pu déployer 36 optimisations en seulement 3 mois, ce qui a permis vraiment d'augmenter le nombre de pages indexables de plus de 75%. Et à présent, presque la totalité du site, soit 90%, génère bien du trafic organique. On a la petite citation de David Braconnier, qui est le Head of SEO de Fnac Darty, qui dit qu'avec PageWorker, nous avons pu accélérer la mise en production des optimisations SEO prioritaires et faire des tests, donc aussi ça permet de faire du test and learn, qui ont permis de détecter les actions les plus impactantes à déployer en dur sur les sites. Un autre cas client que je ne peux pas nommer pour cette fois, mais il me tient à cœur parce que c'était mon premier cas client. Il s'agit d'une marque de retail, de prêt-à-porter de luxe. Et il venait en fait, à la base, il venait vers nous avec une liste longue comme le bras d'optimisation plutôt axée contenu qu'ils voulaient qu'on réalise pour eux. Et après analyse de leur site, on leur a dit, c'est très bien, vous avez des grandes ambitions pour votre contenu, mais sachez que votre site, il n'est pas vu à 60% par Google. Donc, c'est simple, si Google ne voit pas votre contenu, jamais les utilisateurs ne vont voir le vôtre également. Donc, on a rectifié, en fait, on les a un peu évangélisés sur la partie technique également, et on a rectifié le tir. On va dire, bien sûr, qu'on mettra en place votre contenu, mais d'abord, rectifions, cleanons votre site en premier, et ensuite, on charge du reste. Et ça a fait, voilà, c'est-à-dire que grâce à PageWorker, ils ont vu leurs revenus organiques augmenter de 21% en un an, et leurs clics hors marque tripler en un an également. Un dernier cas client, voilà, pour vous montrer qu'en fait, qu'importe le secteur, on a vu du retailer électronique avant, du PAP de luxe ensuite, et là, c'est quoi? C'est une papeterie haut de gamme. Je ne peux pas citer non plus. Voilà, eux, ils avaient la problématique justement qu'ils étaient trop dépendants du paid, thématique quand même du jour. Et avec Botify, voilà, ils ont compris qu'il fallait rééquilibrer la mise et jouer un peu plus sur cette synergie SEO et SIA. Et ça a résulté, voilà, après cleaning du site, donc offuscation des liens, redirection, etc. Et un peu de voilà, traitement de contenu dupliqué. On a cleané voilà, tout ça et ça a résulté en une hausse de revenus organiques de 20% en un an. Voilà, donc imaginons maintenant que vous êtes en mesure de constater un impact plus rapide. Il est temps à présent de vous préparer à le prouver. Pour ce faire, il est essentiel que l'utilisateur d'utiliser en fait des indicateurs de revenus tangibles en plus de ceux que vous utilisez déjà. Donc en effet, vous avez tous dans cette salle virtuelle des priorités, des méthodes différentes pour mesurer le succès de vos activités respectives. On sait que les dirigeants vont plus être motivés par la croissance,
par les économies de coûts, par le résultat net, etc. Tandis que les responsables et les managers vont, eux, se concentrer principalement sur des indicateurs techniques comme le trafic ou l'indexation, les visites, etc. Or, pour obtenir en fait l'adhésion des cadres, vous devez parler leur langage. C'est-à-dire, vous devez parler de revenus, de dollars ou d'euros. Mais comment, en fait? Comment calculer un retour sur investissement de votre référencement? C'est la grande question que j'imagine que vous vous posez. Eh bien, on va s'inspirer, comme d'habitude, de nos homologues de la recherche payante, puisqu'il semble qu'ils aient bien compris. En effet, le ROAS est compris et accepté par tous les responsables marketing et permet vraiment de rendre compte de l'investissement PPC, donc l'investissement payment per click, de manière claire et concise. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répliqué ce modèle, mais version organique, on appelle le ROS, le Return on Organic Search Spend, qui, en fait, l'objectif est de créer une méthodologie convenue pour raconter l'histoire des investissements en référencement organique de manière claire, aussi claire et concise que l'est le ROAS. Voilà, donc dans les détails, le ROS, il transforme en fait vos indicateurs de revenus et de coûts en un score global. Si on détaille un peu ce qu'il y a dans les recettes, on a tout ce qui est trafic annuel, mais sur les 3 dernières années, pour vraiment effacer, enfin lisser l'effet saisonnier ou les années extraordinaires comme ont pu être 2020 avec l'année Covid. On a aussi le revenu par visite qui est basé sur des données glissantes sur les 12 derniers mois. Et votre chiffre d'affaires annuel actuel, c'est le chiffre d'affaires organique avant les coûts sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est pour la partie recettes. Dans les coûts, on va intégrer tout ce qui est logiciel et licences, qui sont tous les outils que vous utilisez pour le référencement organique ou payant. Botify, par exemple, SEMrush, Conductor ou autre. On y ajoute aussi le budget média pour le SIA. C'est votre budget annuel pour le référencement payant, j'insiste. Et il est utilisé aussi pour le calcul du ROAS. On ajoute également tout ce qui est agence et services. C'est ici qu'on se différencie du ROAS et ainsi que les coûts des développements. Et il en résulte 3 scores qui permettent d'exécuter, de comparer rapidement le ROI de la recherche payante versus la recherche organique versus la recherche organique avec une solution d'automatisation comme un PageWorker. Donc, vous avez ici un exemple qu'on a réalisé avec un célèbre retailer américain et vous pouvez rapidement et clairement voir ce qui est plus rentable. Donc voilà, le retour sur investissement du paid est inférieur au benchmark de l'industrie et ça pourrait être dû à une stratégie non optimale, ça pourrait être dû à ou l'augmentation des CPC. Mais on aperçoit également que le ROI du paid du coup est moins important que le SEO ou que ce soit en fait avec ou sans automatisation. Quant au SEO, on peut voir que les scores sont positif pour le client, avec un ROS de 5,1 $. Donc, sans automatisation, le client pourrait être très satisfait. Prêtez-vous, récupérer 5 $ pour chaque dollar investi, c'est déjà un ROI très sain, très positif, et ça prouve que le SEO est un investissement pérenne. Mais quand on a fait cette analyse pour le client, il me semble qu'il n'avait pas accès à l'outil d'automatisation. Donc, on a voulu lui montrer en fait le retour qu'il pourrait avoir s'ils investissaient dans une solution d'automatisation. Et pour ce faire, en fait, on a ajouté tous les bénéfices en termes de trafic que l'on voit sur notre base de clients qui ont PageWorker. Et on s'aperçoit alors que le client pourrait doubler son ROI de son SEO en investissant dans un outil d'automatisation tel que celui-ci. Mais rendez-vous l'année prochaine pour savoir quel est le ROS de ce client, puisqu'en fait maintenant ils ont investi, ils ont implémenté PageWorker. Donc j'ai hâte de voir ça. Et enfin, dernière étape, une fois qu'en fait on a imposé un ROI sur vos optimisations SEO,
il suffit de le divulguer, mais attention, pas n'importe comment. Donc, imaginez que votre trafic a augmenté de 20% ce trimestre. Vous savez que ça vient du travail que vous avez fait sur les canonical. Vous le savez, mais vos collaborateurs ne savent pas. Et pour peu qu'ils ne soient pas techniques, ils ne savent même pas ce que c'est une canonical. Donc, l'idée, c'est de transformer vos données brutes en une histoire facile à comprendre pour des non-experts. Ça va vraiment vous permettre de prouver l'impact du SEO au sein de votre équipe, de convaincre vos exécutifs que non seulement le SEO a un réel impact sur le revenu aujourd'hui, mais en plus qu'il offre des opportunités de croissance qui sont inexploitées aujourd'hui. Il faut savoir, il faut vraiment retenir, si vous avez quelque chose à retenir sur ce webinaire, c'est que le cerveau humain retient davantage les histoires que les chiffres. Donc, en rapportant vos performances SEO sous forme d'histoire plutôt que sous forme de data brute, le SEO restera vraiment en top of mind chez vos exécutifs lorsqu'ils devront prendre la décision, voilà, concernant les budgets. Et pour cela, il faut suivre l'impact du SEO et le corréler directement à des métriques business, on en parlait. Voilà, faut cibler la cible, il faut lui parler son langage, parler revenus en l'occurrence, se rapporter au ROS par exemple. Voici d'ailleurs un petit exemple que je voulais de storytelling qui est issu d'un livre, d'un best-seller qui s'appelle They Say, I Say, The Moves That Matter in Academic Writing. Donc, très rapidement, comment ça marche, mais sinon, je vous référence vers le livre. Nous, on a fait aussi un post, il me semble qu'on a fait un article de blog sur le sujet qui sort dans une semaine sur Botify, donc je vous invite à aller checker. Mais l'idée, c'est que, étape 1, mise en contexte. Donc, vous posez le contexte et il faut qu'il soit communément établi, que ce soit un fait, le they say. En deuxième étape, vous introduisez votre perspective. Vous préparez votre audience à votre point de vue. C'est le I say. En troisième étape, vous présentez vos données. Donc, vous vous plongez au cœur de votre analyse. Vous utilisez des visualisations vraiment claires, des explications concises pour présenter à votre public les résultats de vos données, vos méthodologies et les idées que vous avez découvertes. Ensuite, vous anticipez les potentielles objections. Il faut vraiment que ça vienne de vous avant qu'elles soient posées. Voilà, vous avez des petites phrases comme certains peuvent arguer que « mais » et là, vous rebondissez. C'est encore en lien avec le « they say ». Et enfin, vous ne finissez bien sûr pas sur les objections, mais sur le fait de remettre une couche sur vos insights en guise de conclusion. Donc, c'est un pattern qui ne s'adresse pas essentiellement sur la recherche, mais c'est tout un processus psychologique que vous pouvez utiliser même en négociation. Mais c'est intéressant de le voir dans ce cadre-là exactement également. Hop. Et d'autres petits conseils et astuces. Voilà, donc, ce qu'il faut faire, donc, mettre en évidence des résultats commerciaux, parler de revenus, faire des analyses sur une période unique pour effacer tout ce qui est saisonnalité ou autre. Donc, on parle les pommes avec les pommes. Créer un rapport personnalisé et partager-le régulièrement. Donc, on parle de suivi. Mettre les résultats en perspective avec les principaux KPIs ou les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, vous focalisez un peu sur les intérêts de l'entreprise et aller dans son sens. Et à l'inverse, ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, ne vous contentez pas des indicateurs SEO de base. Vous n'allez pas atteindre un grand public. N'utilisez pas de jargon SEO. Pas tout le monde connaît votre langage. Et ne partez pas du principe que votre interlocuteur connaît le SEO. Donc, posez-vous toujours la question, et alors? Si vous parlez de crawl budget à quelqu'un, il va falloir creuser un peu plus. Il va falloir lui indiquer, à la fin, crawl budget, visibilité, trafic, trafic et revenus, in fine. Il faut un peu plus développer et vraiment garder en tête l'objectif, qu'ils comprennent que voilà, ça va driver plus de revenus. Et encore une fois, je martèle, raconter une histoire, je pense que c'est le plus important.
Souvent, enfin voilà, dans des grandes conférences, dans des grandes présentations, on se souvient que des anecdotes. Peut-être que dans la mienne, par exemple, ce sera, je dis pas que c'est une grande présentation, mais en tout cas dans mon webinaire, je pense que voilà, on se souviendra plus peut-être de tous les use cases clients que j'ai présentés. On se souviendra certainement plus de celui, voilà, où je disais que c'était mon premier. Il partait dans cette direction. On a réussi à les replonger, enfin les remettre sur de bons rails, etc. Plus que presque ceux où j'ai mis des grands chiffres, etc. Donc, raconter une histoire. Et en conclusion, voilà, eh bien, soyez sûr de vous. Ça va vraiment vous aider pour le partage du storytelling à la fin. Agir avec vélocité, donc avec une solution d'automatisation pour déployer des optimisations SEO beaucoup plus rapidement et gagner ce fameux time to market. Mesurer avec précision, donc être capable de mesurer l'impact du search, notamment par exemple avec le ROS. Partager en toute confiance, donc communiquer voilà, sous forme d'histoire pour une meilleure assimilation de votre auditoire, qui souvent d'ailleurs ne parle pas la même langue que vous. Et enfin, savoir agir, mesurer et partager pour une meilleure compréhension, pour l'adhésion et voilà, que les investissements pleuvent en votre sens. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie. Et je pense qu'on va passer aux questions. Voilà, j'ai les prompts. Et oui, je suis revenu pour les questions. Un grand merci Anaïs, c'était vraiment top. Ce qui est top aussi, c'est que du coup on a pas mal de temps en fait, justement pour te permettre en fait de répondre aux questions. On en a eu pas mal. Un peu rapide. Elles vont être intéressantes. Je sais pas si tu les as déjà lues ou pas. Il y a eu pas mal de votes sur certaines. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu comme ça dans une bonne dynamique, celles qui ont été le plus votées, et puis peut-être de les sélectionner, et puis que tu apportes un petit peu ton expertise en fait là-dessus. Il y en a une première que je trouve qui est vachement intéressante. Dawatif, est-ce que je dois utiliser les mêmes keywords en SIA et en SEO? C'est une grande question, elle revient souvent celle-là et j'ai hâte d'avoir ta réponse. Oui, en effet, c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, par exemple, dans Botify, on est capable de vraiment comparer l'investissement SEO versus SIA et on est capable de dire que si un keyword il a un très bon CTR, on va pouvoir se permettre peut-être de désenclencher l'investissement massif pompeux du SIA et aller optimiser justement encore plus le SEO derrière. Donc se dire, OK, il a un super terreau, allons l'arroser et voilà, et couper un peu court les investissements SIA. Donc non, je dirais non, pas forcément. On va aller chercher de la longue traîne avec le SEO pour avoir une meilleure conversion, peut-être moins massive que le potentiel de conversion qu'on pourrait avoir sur du short tail, mais voilà, aller chercher des conversions en fait beaucoup plus précises, qui ont déjà des gens qui font des phrases à rallonge ont souvent la main dans le portefeuille déjà. Donc non, pas exactement les mêmes mots en SIA ou en SEO. Ouais, c'est bien dit, les enjeux sont différents, les comportements sont différents, donc évidemment, on n'adresse pas les mêmes mots-clés dans l'un et l'autre cas. Exactement. Et jolie métaphore de l'arrosage et tout, on est premier jour du printemps, c'est la période du jardinage, c'était tout à fait bien vu pour le coup. On a besoin de soleil. Ouais, il y a du soleil, il va y en avoir là sur toute la France pendant quelques jours, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a une deuxième question. Merci de faire la météo, Michel. Pardon? Merci de faire la météo. Merci de faire la météo. On a oublié la slide avec la carte en fait. Non, mais c'est pour que les gens restent aussi pour les prochains webinaires. Je sais, il fait beau et tout ça, mais il va faire beau aussi dans les prochains jours. Voilà, exactement. Une autre question qui est souvent posée, et là aussi j'ai hâte d'avoir ta réponse. J'ai aussi, je pense, la réponse, mais c'est intéressant d'avoir cette question-là. Elle revient très souvent. Tu la connais très bien. Est-ce que Google favorise en organique les personnes qui payent pour du search engine advertising? Non, c'est décorrélé. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Rien à voir. Ouais, non. Google tient pas les comptes. T'as mis combien en SIA? Bon allez, je te favorise sur ton SEO. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on veut dire que du coup,
On a tendance à trop se reposer. Ah bon, bah, j'ai bien investi justement sur ces mots-clés en SIA. Bon, bah, c'est bon, j'ai fait mon travail, je peux passer à autre chose. Au contraire, non, en fait, il y a tout le SEO qui est certes plus long, mais qui a un effort plus pérenne. Donc, je parlais de, voilà, avec le SEO, vous allez capter une audience peut-être en temps réel, parce que sur le SEO, on va aller chercher l'audience de demain, les tendances, etc., l'audience de demain, et le faire en parallèle de façon plus pérenne. Ouais, pour déconstruire en fait cette question, ça part aussi d'une idée reçue en fait, tout simplement. Et cette idée reçue, elle serait que comme Google fait du business avec le SIA, est-ce que finalement il favoriserait pas en SEO ceux qui payent en fait entre guillemets de manière à aller chercher du chiffre d'affaires? C'est là qu'est né en fait cette. Du coup, on aurait dans ce sens, on n'aurait aucun client prospect qui toquerait à notre porte. Qui n'auraient pas de budget SIA. Or, croyez-moi, quand je fais des audits et que je leur demande leur budget SIA, je tombe de ma chaise et je me dis ah oui, mais quand même, on a besoin de vous en SEO, c'est la catastrophe. Donc, non, je vois vraiment aucune corrélation. J'en perds ma boucle d'oreille. Je vois aucune corrélation entre les deux. Voilà, c'est très bien répondu et je pense effectivement que Clément et tout le monde a eu une bonne réponse par rapport à ça. Est-ce que tu veux toi, par exemple, choisir toi aussi une question dans la liste? Tu peux les trier par vote. Tu vois en haut, tu mets trier par vote et tu peux voir s'il y en a une qui te plaît plus que les autres. Comme on a un peu de temps, donc c'est bien, on peut le prendre justement pour choisir les questions les plus optimales. Alors, je vois, pouvons-nous voir l'application Botify? Bien sûr. Il vous faut demander un audit, une démo qui sera certainement fait par moi ou par mon équipe. Et c'est gratuit. Donc ça, ah non, je me suis trompé. C'est Benoît Galmi, je la vois en premier en fait. J'ai peut-être pas trié. Donc, tout à fait, c'est possible. Il faut demander une démo sur le site et c'est un processus gratuit. Techniquement, comment PageWorker déploie ses optimisations sur la plateforme du client? Est-ce que c'est une API qui est connectée? Voilà, je peux Ouais, super. C'est bon, ça, j'ai compris le dispositif de Livestorm, incroyable. Génial. Donc PageWorker, ça marche sous forme c'est un tag JS. Voilà, qu'on applique sur le front de votre site. Donc, ça permet vraiment c'est aussi facile d'installation que facile de maîtrise et ça permet vraiment de jouer sur le time to market, de jouer sur la saisonnalité. On va pouvoir optimiser tous les H1, tous les titles pour Black Friday, voilà, pour une période très restreinte. Et poser l'optimisation dès que Black Friday est fini, pouf, tout s'enlève de l'optimisation part et le site revient comme il était avant. Donc, vraiment, ça permet de gagner ce time to market. Ouais, tu peux fermer la question, on va prendre une autre. J'en avais vu une qui était sympa aussi, puisque tu as beaucoup parlé du ROS et on a Gita, j'espère que ça se dit comme ça, qui dit tenez-vous compte d'un modèle d'attribution spécifique pour le calcul du ROS. Alors peut-être que je la comprends pas comme tu l'entends, Michel. Alors je suis pas sûr de la comprendre moi-même parce que je pense que c'était plutôt ta valeur d'expertise par rapport à ce que tu expliquais justement sur le calcul du ROS pendant tes slides au tout début du webinaire et je pense que la personne a voulu te demander finalement effectivement du coup comment tu fais et quels sont finalement les critères que tu prends en compte là-dedans. Et en parlant d'un modèle d'attribution, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Donc les critères, je pense que je les ai détaillés à un moment. Enfin, on a vraiment d'un côté les recettes. C'est une histoire de balance, les recettes et versus les coûts avec tout ce qui est vos licences, vos agences, toute la main d'œuvre et tout qu'il y a derrière. Pour plus d'informations, je pense qu'il y a aussi des articles également sur le site de Botify pour un peu plus détailler. Si c'était pas assez clair. Ouais, et puis il faut pas hésiter à revenir vers toi si jamais les gens ont des questions de manière à il y a quelqu'un de chez toi qui a répondu en fait, donc c'est parfait. Donc il y a une réponse qui a été apportée. Je sais pas si tu vois dans le chat, je crois que c'est Pierre qui a répondu, me semble-t-il. Donc voilà. Merci Pierre. Donc il y a bien un modèle d'attribution spécifique avec le trafic annuel sur les 3 dernières années, un revenu par visite, un revenu annuel actuel avant les coûts.
Voilà, bah, c'est bien détaillé. Merci Pierre d'être intervenu. Bon, c'est plutôt très chouette. Est-ce que tu veux sélectionner la question suivante? On est toujours bien en avance. Quel était le problème SEO de la marque de luxe? Hop. Donc en fait, oui, c'est ce que je disais. Eux, ils pensaient que, que tout était sain et clean et qu'ils avaient juste à peaufiner 2-3 petits mots-clés selon les langues, etc. Surtout les marques de luxe, voilà, jouent sur le côté international. Voilà, ils voulaient aussi en Chine, peut-être que cette couleur va mieux marcher que l'autre, etc. En fait, on les a fait vraiment redescendre de 3 crans et dire, alors tout ça, c'est très bien, on va bien sûr les adresser, mais avant tout ça, en fait, si vous voulez que vos utilisateurs en Chine ils voient votre contenu, il faut que Google le voit. Donc, on va vraiment nettoyer votre site. En fait, je crois qu'il me semblait qu'il n'y avait que 40% de leur site qui était vu par Google. Le reste, en fait, était soit techniquement non indexable, c'est-à-dire qu'aucune possibilité que Google n'y accède par quelconque moyen, ou voilà, c'était une volonté de leur part de désindexer ça parce que c'était des pages plus ou moins intéressantes, ou parfois c'était aussi un problème, en fait, ils désindexaient sans le savoir. Bon, bref. Donc, on a dû tout nettoyer. Je parle de cleaning technique du site, typiquement avec PageWorker, pour que voilà, Google aille crawler plus facilement, indexer plus facilement, et ensuite on a joué sur le côté contenu, bien entendu, en parallèle. Mais c'est une problématique, en fait, qui revient, je pense, dans tous mes audits. C'est que la base technique, quand elle n'est pas saine, il faut vraiment le voir comme les piliers d'une maison. Voilà, si vous mettez un très joli toit, du double vitrage et tout, c'est génial, mais si les piliers de votre maison sont pas sains et qui s'effondrent, tout ça ne sera pas vu et sera détruit, sera de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, il faut vraiment voir la structure technique comme le pilier d'une maison. On peut faire la plus belle construction du monde, mais si les fondations ne tiennent pas la route, après, il y a tout qui s'effondre, effectivement, comme tu le dis très très justement. Tu peux fermer la question, je pense que tu as bien répondu. On va prendre celle de Servan ici. Question assez générique, assez vaste, qui va, à mon avis, te donner pas mal de matière pour répondre. Servan nous demande en combien de temps, et te demande, surtout à toi, en combien de temps, en étant réaliste, c'est bien ça, en étant réaliste, j'aime bien cette formulation, peut-on mettre en place une stratégie SEO? Je vais vous donner la réponse qu'on aime bien en SEO, c'est le « ça dépend ». On l'aime bien. Hein. De bonheur tout le monde. Ça dépend, non mais oui, ça dépend de votre industrie, ça dépend de la taille de votre site, ça dépend de vos problématiques. Ouais, franchement, malheureusement, j'ai pas de. Je peux vous dire, voilà, j'ai des sites où on a fait une roadmap SEO en une semaine, c'était plié parce qu'on avait analysé leur site, on savait les problèmes techniques. Ensuite, on savait qu'ils voulaient peut-être ouvrir un blog, ceci, cela, jouer un peu sur de la conversion indirecte et tout ça, que bon, ok, le blog serait dans un deuxième temps, mais que on pourrait axer le contenu là-dessus, etc., ouvrir des pages, donc faire des redirections, ajouter du linking. Bref, je vais très vite, mais on pouvait le faire en quelques semaines. Il y a des stratégies SEO qui sont beaucoup plus longtemps selon des problématiques de sites plus complexe. Oui, mais comme tu le dis, en fait, effectivement, on se moque un peu souvent des SEO qui répondent toujours et qui bottent en touche avec le ça dépend, mais pour le coup, ça dépend vraiment, ça dépend des enjeux, des objectifs, ça dépend du site, du secteur qu'on vise, ça dépend de la volumétrie de pages qu'on veut déployer, ça peut dépendre vraiment d'un milliard de paramètres, là, pour le coup. Oui. C'est ça que tu nous expliques très bien. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Voilà, en combien de temps, en étant réaliste, peut-on mettre en place une stratégie SEO? Si Anaïs ou moi on vous répondait, en 5 jours c'est plié, non, on serait des menteurs. Voilà, évidemment, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Je te laisse choisir peut-être la question suivante. Tu vois, une question qui te fait plus briller les yeux que les autres. C'est plus les plus techniques, en fait, comme on sent que c'est une problématique qui vient du cœur. Comment savoir si Google voit son contenu, respectivement, quelles pages sont indexées? La meilleure façon de savoir, c'est grâce aux logs. Les logs, c'est un peu le journal de bord de Google. On voit chaque passage de Google sur chacune de vos pages.
Et ça, on l'intègre très bien dans une solution, voilà, un crawler comme Botify, une solution comme Botify. On est capable d'avoir la version, ce que Google crawl de vos sites. Qu'est-ce qui crawl? Parce qu'on on est capable de segmenter votre site. Est-ce qu'il va avoir plus vos pages produits? Est-ce qu'il va avoir plus vos pages de catégories? Ou au contraire, il va s'enliser dans les pages de legal, de FAQ, etc. Versus, qu'est-ce qui génère des visites? Donc, est-ce que en fait Google qui vient voir vos pages produits tous les jours, est-ce que ça se résulte bien en visite, etc. Bref, la réponse pour la faire courte, c'est grâce aux logs. Ouais, t'es pas obligé de répondre de manière courte, hein, t'as du temps, mais c'est vrai que si je comprends bien en fait ce que tu nous expliques, en fait, finalement sur l'analyse de log et le fait de regarder les logs, c'est d'essayer de comprendre en fait comment Google voit notre site, comment il chemine, on dit souvent le Googlebot, mais c'est les Googlebots hein, en fait en réalité, et comment eux parcourent notre site, et ça permet aussi de voir, j'imagine, où ils vont pas. Tout à fait. Tout à fait. Parce que parfois, en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on leur a fermé sans le vouloir des parties du site qui sont stratégiquement pourtant génératrices de conversion. Donc, c'est dommage. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et donc, oui, les logs, c'est la version la plus détaillée. Ensuite, on aura la GSC, Google Search Console. On a un sampling on peut voir à peu près voilà, combien de pages Google index sur votre site, etc. Donc ça aussi, on l'intègre, par exemple, on l'intègre avec Botify. Et élément essentiel, hein, évidemment, du SEO, l'analyse des logs, hein, quand on a des sites avec quand même des petites volumétries de pages, faut pas hésiter à se lancer là-dedans, ça permet de bien comprendre et puis peut-être de s'apercevoir de trous dans la raquette qu'on n'aurait pas vu et qui peuvent poser problème par la suite. Tout à fait. Voilà. Faut on est d'accord. Du coup, c'est chouette. Merci pour cette réponse. Parce que moi, j'apprends plein de choses en fait. Donc, c'est ce que je te disais en l'intro de ce webinaire. Ce qui est bien quand on fait animateur comme ça, c'est qu'on apprend plein de choses au fur et à mesure des journées. On peut encore sélectionner une ou deux questions si tu le souhaites. On est toujours en avance, donc il y a pas de souci là-dessus. Alors. Pour une start-up avec un peu de budget pour du paid, peut-on dans un premier temps optimiser sur du SEO uniquement ou est-ce qu'il est indispensable d'investir occasionnellement sur le SEO? Encore une fois, je vais pas être très, très objective. Hein. je bosse quand même dans le SEO, mais en fait, au contraire, j'ai envie de dire, si vous avez peu de budget, en fait, qu'importe votre budget, de toute façon, il faut commencer... faudra commencer par le SEO puisqu'on est plus sur du long terme. Mais encore, si vous avant, on parlait de quelques mois, etc. Maintenant, si vous avez des solutions d'automatisation dont je parlais, là, on va plus être quelques semaines ou 2-3 mois maximum. Donc, oui, je privilégie au contraire commencer dès maintenant. Enfin, dès que vous ouvrez un site, vous commencez son SEO ou même vous pensez le site en fonction, version SEO. C'est la meilleure façon de démarrer en fait. Oui, c'est indispensable d'investir occasionnellement sur le SEO. Ça dépend dans quelle industrie. Ça dépend. Dans quelle industrie? Est-ce que vous voulez vous positionner sur des mots-clés très compétitifs? Forcément, si vous chaussures, si vous vous positionnez sur du chaussure, là vous allez rivaliser avec Zalando, Amazon ou toutes les grandes marques. Si vous êtes dans un secteur beaucoup plus niche, pourquoi pas? Mais voilà, on propose donc, je disais, on propose des audits, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, si vous voulez, on peut vous rapprocher de moi. Vous avez mon email en bas, mon lien LinkedIn, je crois également. Donc, on pourra en reparler. Complètement. Et puis jamais oublier aussi que la différence aussi, il y a plein de différences entre le SIA et le SEO. On va pas refaire la guerre par rapport à ça, mais sur du SIA, ça va être très temporel. C'est des actions temporelles qui rapportent du trafic, du clic et de la conversion au moment où on va le faire. Et le SEO, on va plus aussi fonctionner sur une longue temporalité avec des contenus qui sont installés, qu'on va réoptimiser régulièrement, comme on l'a vu dans pas mal de webinaires de ce SEO Square. Et donc Et donc voilà, encore une fois, une très bonne réponse. Merci à toi, Anaïs. Je propose qu'on en prenne peut-être une dernière, voire deux, ça dépend. Si tu vois des choses qui t'inspirent dans ce qui reste de questions. On en a eu pas mal quand même des questions. Oui. Alors, je vois comment faire monter dans la SERP un article phare. Faut-il faire de la longue traîne pour sa requête cible, n'est-ce pas reconnu?
n'est pas reconnu par SEMrush, par exemple. Alors, plusieurs questions en une. Donc, si, voilà, souvent les articles, quand on est sur du retail, tout ce qui est blog, etc., ça va générer de la conversion indirecte. L'idée sur le blog, c'est pour rediriger vers vos produits, vers vos services, c'est de faire du linking, du lien interne. N'oubliez pas, le contenu, c'est chouette, c'est bien, mais il faut du contenu optimisé. Pour que le contenu soit optimisé, il faut ajouter du lien. Donc, voilà, donc dans votre article de blog, dès que vous faites mention de votre produit, etc., il faut ajouter le bon lien derrière pour vraiment, d'une part, aider Google à découvrir vos pages, mais également lui indiquer, voilà, plus il y a de liens vers une page, plus il se dit, ah, cette page a de l'autorité, cette page est importante, je vais aller la crawler fréquemment, je vais aller l'indexer, etc. Elle va ranker plus facilement, etc. Faut-il faire de la longue traîne pour sa requête cible? Oui, surtout en SEO. En fait, c'est une méthode. On pense souvent, voilà, petite traîne en français. Voilà, chaussures, chemises ou autres, c'est ces mots-clés phares sur lesquels vous êtes en compétition avec tout le monde. Et si vous appelez pas Amazon, il y a peu de chances que vous apparaissiez premier dans les résultats de recherche. Donc, au contraire, allez justement chercher ces middle tails, ces longues traînes qui sont, encore une fois, voilà, chemise bleue pour mariage, qu'importe. L'idée, c'est que, voilà, déjà, vous allez targeter des utilisateurs qui ont vraiment un souci qui veulent acheter, en l'occurrence, c'est pour maintenant, la chemise bleue, c'est pour préparer le mariage. Donc, vraiment des gens qui ont la main dans la poche. Donc, peut-être moins de volume de conversion, mais des conversions beaucoup plus précises et plus targetées. Donc, la longue traîne complètement. Et en revanche, ce n'est pas reconnu par SEMrush. Tac. Je pense que je me demande si la personne ne veut pas parler du mot-clé qui n'aurait pas de volume, ou je ne suis pas sûr de comprendre le n'est pas reconnu par SEMrush. Je ne sais pas si tu le comprends mieux que moi. Non, justement, donc je botte en touche sur cette dernière. En effet, si le mot-clé est pas reconnu par SEMrush, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un environnement compétitif sur ce mot-clé, presque tant mieux. C'est là où, en fait, nous, par exemple, Botify, on a une intégration avec SEMrush, donc on allie les deux, on allie le benchmark compétitif, voilà, où se positionnent vos concurrents sur ce mot-clé, et on a vos datas sur votre site. Est-ce que ce mot-clé a permis, voilà, de driver de l'audience sur vos pages? Dans ce cas-là, est-ce que vous l'avez optimisé au maximum? Est-ce qu'il est positionné bien comme il faut dans la page, dans les H1, dans les titles, dans la métadescription, dans le contenu? Est-ce que ça fait l'objet d'encre de texte, de linking, etc. Donc ça, on va être capable de jouer sur ces deux bords, et l'environnement concurrentiel, et optimiser ce que vous avez déjà au sein de votre site. Voilà, je pense que tu as plutôt bien répondu à cette presque triple question, donc c'était plutôt pas mal. Est-ce que tu en prends une toute dernière, ou est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, une toute dernière. Ouais. Alors, tu en as une en particulier? Non, vas-y, je te laisse la choisir. Ah, c'est pas facile. Bah, si tu veux, j'en ai que j'aime bien, hein, mais c'est comme tu veux. Ouais. Oui, vas-y, je t'en prie, Michel. Eh ben voilà, justement, parce qu'on parle de conseil SEO ultime, donc ça sera bien ça pour terminer, en fait. Je viens de le voir. Voilà, ce serait quoi, en fait, ton conseil SEO ultime pour les entreprises qui ont plusieurs marques et plusieurs marchés? Encore une question assez vaste, donc hyper intéressant. Oui. Alors, je pense, on a par exemple, on a des clients qui sont des agglomérations, des groupes qui ont au sein de ce groupe plusieurs marques, mais dans le même environnement, le même marché. Donc, on pourrait dire que voilà, toutes ces marques sont compétitrices, et pour autant, par exemple, ils sont tous clients chez Botify en l'occurrence. Donc,
on pourrait se dire ah mais tous se tirer les uns les autres, dans les pattes les uns les autres, et pourtant ils utilisent la même solution. Est-ce que c'est pas un peu de l'espionnage concurrentiel et en même temps on est dans le même groupe? Enfin bon, bref, un micmac. Bon, aujourd'hui ça s'est toujours très bien passé, ça se passe très bien parce que en fait nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment se concentrer sur les capacités du site, de votre site, enfin de votre site. Donc, votre site ne va pas avoir les mêmes problématiques que celui du voisin, même s'ils sont dans la même industrie, le même secteur, même s'ils sont chapeautés par la même holding. Souvent, ils ne sont pas faits pareil, etc. Et on va aller vraiment chercher le potentiel voilà, ce qui rend unique votre site, tant d'un point de vue business, donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une collaboration avec vous, etc., mais aussi en analysant le site, on va voir ses forces et ses faiblesses, et on va aller corriger tout ça, justement, par exemple, avec une solution d'automatisation comme PageWorker. Donc, en fait, on pourrait parler très longuement sur cette question, parce qu'il me faudrait plus de précision, mais ouais, je dirais, en fait, avant d'aller se comparer, voir ce que font les autres, etc., presque, concentrez-vous d'abord sur vous et ce que vous faites à 100%. Et souvent, la réponse, c'est non, pas du tout. Donc, très bien répondu. Et puis justement, voilà, si vous voulez un peu plus de détails, si vous avez des questions pour Anaïs, vous voyez, vous avez son mail qui est là sur la slide. Les slides, de toute façon, vous allez les recevoir. Les liens de replay, vous allez les recevoir à la fin de l'événement. Donc vous retrouverez tout ça. Mais là, vous avez le temps aussi de noter le mail d'Anaïs. Et ben, n'hésitez pas, elle se fera un plaisir de vous répondre, de vous apporter aussi toute son expertise si vous détaillez vos questions par mail. Donc voilà. Un grand merci à toi, Anaïs, pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On en a eu beaucoup, donc c'est chouette, ça montre que l'audience était bien engagée sur ce webinaire. Donc voilà, il est 15h23, on va vous laisser 7 minutes pour aller chercher un petit gâteau. On approche de la pause de 16h, donc c'est le moment de prendre un petit gâteau et de faire son petit 4 heures. Donc la prochaine conférence, du trafic à la conversion, pourquoi et comment personnaliser l'expérience client digitale en 2024. Ce sont deux belles personnes de chez AB Testy qui vont nous parler de Customer Success Manager Team Leader avec Camille Baudry et Benjamin Duhem, Customer Success Manager chez AB Testy. Donc voilà, ça va être un très très beau webinaire là aussi, l'avant-dernier de ce SEO Square 8, pardon, et après on terminera en beauté avec la grande roulette du SEO que vous connaissez si vous êtes habitué sur les SEO Square. Encore une fois, un très grand merci à toi Anaïs, c'était vraiment un très très bon webinaire, très enrichissant, et merci d'avoir partagé ton expertise pour cette première participation de Botify avec nous, donc c'était très 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 chouette. Un grand merci à toi. À très bientôt. Bonne journée à tous. Voilà, bonne journée à tous, exactement. C'était le mot de la fin. Et à tout à l'heure pour le webinaire d'AB Testy.